بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Donc aujourd'hui je vais terminer le chapitre numéro 2 pour la technologie des éléments programmables FPGA. Donc voici les principaux critères de la choix des PLD, c'est qu'on va baser sur la vitesse de fonctionnement, le nombre de portes, la consommation, la technologie et sans oublier bien sûr le prix. Voici quelques exemples des circuits avec leurs caractéristiques. Par exemple, nous avons les circuits MSE à titre de comparaison. Le nombre de portes, l'ordre de grandeur 100. La vitesse de consommation, de fonctionnement, c'est l'ordre de grandeur 100 MHz. Pas d'informations sur la technologie de connexion et le codage des fonctions. Mais pour le PLD, nous avons un nombre de portes 50, CPLD 40 000, le FPGA c'est bien 4 millions. La vitesse de fonctionnement pour le PLD 200 mégas, CPLD 240 mégas et FPGA nous avons 100 MHz. La technologie pour le PLD, c'est bien le MOS à grille flottante, CPLD de MOS à grille flottante et le FPGA, c'est le SRS-RAM et anti-fusible. Pour le codage des fonctions, nous avons le PLA et LUT et MUX pour le FPGA. Voici des généralités sur les technologies des éléments programmables. On trouve les éléments programmables dans les blocs logiques des PLD afin de leur donner une fonctionnalité, mais aussi dans les matrices d'interconnexion entre ces blocs. Nous avons qu'un élément programmable peut être considéré comme un interrupteur et les éléments programmables doivent posséder plusieurs qualités. Ils doivent occuper une surface aussi petite que possible. Ils doivent posséder une résistance de passage faible et une résistance de coupure très élevée. Ils doivent apporter un minimum de capacité parasite. Et les deux derniers points ont une influence sur les performances en termes de fréquence de fonctionnement du PLD. Plus la résistance et la capacité sur le chemin d'un signal sont faibles, plus la fréquence de ce signal peut être faible, bien sûr. Nous avons des technologies d'interconnexion de programmation. Pardon, plus la fréquence plus la résistance et la capacité sur le chemin d'un signal sont faibles, plus la fréquence de ce signal peut être élevée. Pour les technologies d'interconnexion de programmation, le terme d'interconnexion désigne des cellules qui permettent, suivant la technologie utilisée, une connexion temporaire ou bien définitive entre deux réseaux. Un circuit logique programmable est donc un circuit contenant un ensemble de portes logiques élémentaires ou de blocs logiques dont le câblage, l'interconnexion est laissé aux soins de l'utilisateur en vue de créer la fonction désirée, bien sûr. Si la technologie utilisée permet une connexion temporaire, la correction ou l'évolution des fonctions implémentées se fait par une simple programmation ou reprogrammation sans modification de la carte électronique. Voici quelques exemples pour des circuits programmables une seule fois. Donc, ce sont des circuits utilisant des cellules à fusibles ou bien anti-fusibles. Pour leur interconnexion, on parle alors de circuit OTP, One Time Programming. Pour les cellules à fusibles, donc c'est la technologie la plus ancienne. Et nous avons que le circuit non programmé contient par défaut toutes les connexions possibles et ces connexions sont réalisées par des fusibles.
Voici un exemple d'une technologie fusible diode. Donc, le signe sous forme de recte, c'est bien le fusible. R, c'est la résistance. Ici, c'est la diode. E, c'est l'entrée. Et le VCC, c'est l'alimentation du circuit. Voici un exemple d'une technologie fusible transistor. Donc, sachant VCC, c'est l'alimentation générale, VG1D, c'est la masse. L'élimination de la connexion est obtenue par claquage du fusible. Donc, j'ai que la tension à ces bornes est de 12 à 25 volts dans le programmateur. Lorsque le fusible est maintenu, il y a formation d'un et, donc câblé entre la ligne et la colonne du réseau. Donc, voici la forme réelle du fusible. Donc, j'ai une zone de contact et l'aluminium. Les principaux inconvénients de cette technologie, c'est que la surface occupée, elle est importante. Nous avons de l'ordre de 700 micromètres carrés. La pollution engendrée par le claquage du fusible, donc c'est les résidus. La technologie utilisée dans ce type de circuit, c'est une technologie à transistor bipolaire et donc gourmande en puissance. De plus, cette technique est irréversible et ne permet donc pas la programmation. Avec l'apparition de la technologie CMOS, cette technologie est devenue obsolète et a été remplacée par la technologie d'interconnexion à antifusible. Pour la technologie à antifusible, donc c'est une technologie utilisée par Actel, Quick Logic, Crosspoint et Xilinx. Il s'agit du contraire du fusible, c'est-à-dire que par défaut, les connexions n'existent pas dans le composant non programmé. La programmation s'opère par claquage d'un dé électrique disposé entre deux couches de silicium dopé par application d'une tension de 16 volts pendant une durée de l'ordre de millisecondes. Voici un exemple de technologie antifusible, le PLISE, technologie antifusible via Link. Donc, j'ai ici la diffusion 1+, le dé électrique, silicium polycristallin et l'oxyde de silicium. Pour deuxième technologie, nous avons le silicium amorphe, métal 1, métal 2 et l'oxyde de silicium qui couvre les deux parties. Donc, c'est une technologie rapide permettant de grandes capacités d'intégration, c'est-à-dire des petites tailles de l'ordre à peu près de 1,8 micromètres carrés. Donc, c'est une technologie, mais c'est une technologie difficile à maîtriser, ne permettant pas la reprogrammation. Bon, donc, pour les circuits programmables et reprogrammables, ce sont des circuits utilisant des cellules à transistors, le MOS. Les qualités, c'est faible consommation, grande intégration et évolution. Rapide des circuits CMOS, donc nous avons complementary, métal, oxyde, semi-conducteur. Pour les cellules UV-PROM, donc c'est programmable électriquement et effaçable par ultraviolet. Pour réaliser l'équivalent d'un fusible dans les circuits reprogrammables, les transistors utilisés dans les cellules EPROM possèdent deux grilles. Nous avons une grille de sélection et une grille flottante. Voici la structure schématique du transistor utilisé dans les cellules des EPROM. Et des charges peuvent être accumulées et piégées dans la grille flottante par un mécanisme appelé injection par avalanche. L'application d'une tension de l'ordre de 13 volts entre la grille de sélection et la source d'une tension à peu près de l'ordre de 5,5 volts entre le drain et la source permet la programmation.
La tension VGS est suffisante pour créer un canal entre le drain et la source. La tension VDS permet alors le passage d'électrons de la source vers le drain. Ces électrons vont être soumis au fort champ électrique créé par VGS et vont acquérir une énergie suffisante pour traverser la faible couche d'isolant. C'est à peu près de l'ordre de 200 micromètres et rester piégé dans la grille flottante. Ce type de transistor est appelé FAMOS, Floating Gate Avalanche Injection MOS Transistor. En fonctionnement, un sur la grille de sélection d'un FAMOS dont la grille flottante aurait été programmée ne rendra plus le transistor passant. Les entrées se trouvant déconnectées par cette programmation ne participeront donc plus au produit. C'est le rôle des fusibles dans les cellules bipolaires. Les autres transistors se conduiront comme des MOS normaux et pour effacer le circuit, une exposition de à peu près l'ordre de 20 minutes aux ultraviolets est nécessaire. Cet effacement est reproductible plus d'un millier de fois. Et nous avons que les boîtiers des composants EPROM ont donc la particularité de posséder une petite fenêtre transparente pour permettre le passage des ultraviolets. Et sans rayonnement, nous avons des fenêtres obturées pour éviter l'effacement. La résistance de l'isolant est telle que la constante de temps s'est déchargée naturelle et la grille flottante se chiffre en dizaines d'années. Donc, voici un exemple d'une EPROM de 32 kB. C'est la technologie ST microélectronique. Donc, c'est le modèle Grand M27 C25 256B. Pour les cellules flash EPROM programmables et effaçables électriquement, le principe de base est le même que pour les cellules EPROM, sauf que le transistor FAMOS est ici remplacé par un MOS de sélection et un transistor FLOTOX, Floating Gate Tunnel Oxide, transistor de programmation bien sûr. Donc, voici la structure d'un transistor FLOTOX. Nous avons le P substrat, le gate oxide, tunnel oxide, second level, field oxide, le plus VG plus VD et de first level. On a la structure du FLOTOX, c'est similaire à celle du FAMOS, sauf que l'oxyde de gris entre le drain et la grille flottante est beaucoup plus fin, donc c'est l'ordre de 10 ampères contre 200 pour le FAMOS. Cette structure autorise l'accumulation des charges dans la grille flottante par un mécanisme physique appelé Fowler-Nordheim Tunnel. Pour la programmation, une tension de 12 volts est amenée sur la grille du transistor de programmation commune à toutes les cellules. La source est reliée à la masse. Une tension de 5 volts est nécessaire sur le drain du flotto afin d'accélérer les électrons. Pour cela, le drain du MOS de sélection doit être porté à 5 volts. Cette tension ne sera transmise au drain du flotto D que si le MOS de sélection est passant, c'est-à-dire si la cellule est adressée, grille du transistor de sélection à 5 volts. Ce mécanisme permet donc la programmation sélective des cellules. Pour l'effacement sélectif, lui aussi, une tension de 12 volts est nécessaire sur le drain du flotto, tandis que toutes les grilles de programmation sont à la masse. L'effacement ne sera effectif que si la cellule est adressée. Voici un exemple pour la programmation. Donc, j'aurai plus 12 volts.
Et ici, c'est pour l'effacement, la partie programmation, j'ai 0 volts. En fonctionnement normal, un Flotox se comporte comme un MOS à déplétition, c'est-à-dire qu'il est normalement passant pour une tension VGS de 0 volts. Toutes les grilles des flottos de programmation lors du fonctionnement seront donc mises à un potentiel tel qu'il soit totalement passant si sa grille flottante n'est pas chargée et bloquée si elle est chargée. Quand la grille flottante du flotto n'est pas chargée, celui-ci conduit pour la tension de grille. C'est l'équivalent à un fusible non détruit. Alors, le niveau logique de la grille du MOS de sélection intervient dans le produit final. Et quand la grille flottante du flotto est chargée, elle est bloquée pour la tension de grille. C'est l'équivalent à un fusible détruit. Alors, le niveau logique de la grille du MOS de sélection intervient dans le produit final. Donc, la surface d'une cellule de ce type, c'est de l'ordre de 25 micromètres carrés en technologie CMOS 0,6 micromètres. Ce genre de cellule peut être reprogrammée jusqu'à 1 million de fois. Pour les cellules SRAM, RAM statique, dans cette technologie, la programmation est réalisée à partir des cellules RAM, ce qui signifie qu'elle est perdue à chaque mise hors tension du composant programmable. Donc, on trouve les données, la sélection, une cellule RAM statique, le VDD et l'interconnexion. Dans le schéma, l'élément d'interconnexion, c'est un MOS à canal N. Il se comporte comme un interrupteur fermé lorsqu'une tension proche de VDD est appliquée sur sa grille. À l'inverse, lorsque la tension grille source est de 0 volts, il se comporte comme un interrupteur ouvert. La programmation de cet interrupteur est réalisée grâce à un point mémoire, la RAM statique composée de 5 transistors MOS. Un couple d'inverseurs CMOS réalise un bistable statique et nous avons l'interrupteur T2 permet la programmation et la relecture de la configuration du point mémoire. Donc, nous avons en mode programmation, la cellule est adressée par un niveau haut sur l'entrée du sélection. Si l'entrée data est à niveau haut, nous avons T3 et T6 sont rendus passants, tandis que T4 et T5 sont bloqués. Le retour de la tension select à un niveau bas fige la configuration du point mémoire et la grille G de T1 à un niveau bas. On va la considérer comme un interrupteur ouvert, bien sûr. L'inversement, lorsque l'entrée data est à niveau bas pendant la programmation, nous avons des cellules sélectionnées, entrée select à un niveau haut. Les transistors T4 et T5 deviennent passants tant que pour T3 et T6 sont bloqués. Et nous avons que la grille de T1 est alors à un niveau haut et l'interrupteur est fermé. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie? C'est que les intérêts des technologies CMOS classiques que des transistors MOS dont on bénéficie des progrès en termes d'intégration. Donc, nous avons 50 micromètres carrés par cellule. La rapidité de fonctionnement, la consommation nulle en mode utilisation, la rapidité de programmation d'une cellule, donc une dizaine de nanosecondes. L'inconvénient, c'est bien la perte d'informations à chaque arrêt de l'alimentation. Il faut donc soit une pile sur la carte de manière à maintenir l'alimentation du circuit RAM statique pendant l'arrêt du système, soit une reprogrammation à chaque mise sous tension à partir d'une mémoire ou d'un microcontrôleur présent sur la carte. Donc, voici un tableau pour la comparaison des différentes technologies. Donc, nous avons la rapidité, c'est pour l'antifusible et le RAM statique. La densité, l'antifusible. La facilité, c'est bien l'EPROM. La reprogrammabilité, c'est l'EPROM et la RAM statique.
Les technologies utilisées pour les différents fabricants, donc nous avons l'Actel, c'est antifusible et la rame statique, l'Altera, l'EPROM et 2 EPROM et la rame statique, le AMD 2E EPROM, le E EPROM, le ATMEL, c'est la rame statique, l'ATIS, c'est l'EPROM et le E EPROM, le XC Lynx, c'est la rame statique, l'antifusible, le EPROM et le E EPROM. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques ou bien si vous demandez certains modules. Et أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.